Un des premiers enjeux pour faire face au changement climatique est de préserver au maximum les sols de l'artificialisation en évitant de disperser l'habitat, les emplois et les services. Les sols assurent en effet un certain nombre de fonctions indispensables à la survie des écosystèmes terrestres et donc des sociétés humaines. Ils sont notamment support de la biodiversité et de l'agriculture et permettent l'infiltration des eaux pluviales ou encore le stockage du carbone. La sobriété foncière prétend ainsi répondre aux attentes et aux besoins des habitants par un autre modèle d'urbanisme et d'aménagement des territoires, plus respectueux de l'environnement. Par le passé, certaines communes ont déjà mené à bien des projets qui pourraient aujourd'hui être considérés comme s'inscrivant dans une stratégie de sobriété foncière. Quelle forme ces projets prennent-ils et comment sont-ils perçus et vécus ? Comment s'organise la relocalisation des activités dans le centre de ces communes ? L'offre de logements développée en densification répond-elle bien aux besoins et attentes en logement des ménages, alors que la maison individuelle est encore largement plébiscitée, d'après les sondages ? Dans le cadre du cycle de visite Qualité de vie et sobriété foncière, animé par la Multipole Nancy Sud-Lorraine, le CAUE de Meurthe-et-Moselle et Citoyens et Territoires Grand Est, nous sommes allés à la rencontre de communes de Meurthe-et-Moselle où ont été réalisés des projets qui répondent à cet objectif de sobriété foncière. Nous avons rencontré les équipes municipales qui nous ont présenté leurs projets, mais également les habitants pour savoir comment ils les vivent et ce qu'ils en pensent. Première étape de notre parcours, La Neuvelotte est une commune de 430 habitants située dans la communauté de communes Seille et Grand Couronné. Depuis plusieurs mandats, les élus cherchent à concentrer l'offre de services au cœur du centre ancien pour offrir un cadre de vie de qualité à leurs administrés, avec par exemple le réaménagement de la mairie, ayant donné lieu à la création d'une salle multifonctionnelle qui accueille notamment la bibliothèque. À l'ouest du département, dans la communauté de communes Terre-Touloise, Brulay est une commune de 620 habitants, bien connue pour son activité viticole. L'équipe municipale mène depuis plusieurs années une politique globale d'amélioration du cadre de vie. Elle cherche ainsi à proposer des services et des équipements en cœur de bourg qui répondent aux besoins des habitants, notamment l'école, tout en mettant en valeur le patrimoine bâti et paysager de la commune, avec une attention particulière portée à l'espace public. Pour mettre en œuvre la sobriété foncière, il est parfois proposé de favoriser l'installation ou le maintien d'équipements publics en cœur de ville ou village. Mais ces espaces sont-ils vraiment propices à ce type d'aménagement et permettent-ils d'offrir les services attendus aux habitants ? Dans le cadre de la rénovation de sa mairie, la commune de La Neuvelotte a choisi de créer une salle multifonctionnelle. Selon l'heure de la journée, cette dernière peut soit servir de bibliothèque, soit se transformer en salle du conseil pour des réunions ou d'autres événements. Déjà dans un premier temps, quand on a fait la rénovation du presbytère, on a eu cette question-là justement, est-ce qu'on fait des appartements ou est-ce qu'on fait la mairie ? Et on a décidé donc de faire des appartements pour avoir un rapport financier. Et par la suite, donc, il s'est avéré que faire l'extension de notre ancienne mairie était notre priorité pour centraliser un petit peu les appartements, l'église, les écoles, l'aire de jeu, donc pour tout centraliser. Il y a plein de choses qui se sont passées au cœur de la commune. La Neuvelotte, c'est pas étalé sur la périphérie, et ce qui fait que il y a un certain nombre d'équipements, de services qui sont à l'intérieur de l'agglomération. C'était assez compliqué parce qu'on n'avait quand même pas la place de faire la salle du conseil, maintenir la bibliothèque dans la mairie, le secrétariat avec le bureau du maire à côté du secrétariat. Et du coup, c'est là qu'est venue l'idée, en fait, en travaillant sur la programmation, de se dire, peut-être que cette salle du conseil, qu'elle pourrait peut-être aussi être bibliothèque, parce qu'on avait compris que la bibliothèque, elle devrait pouvoir prendre l'espace, et puis ne plus exister quand ça deviendrait une salle de mariage ou une salle de conseil. On a tout de suite vu qu'il fallait qu'on choisisse une équipe de maîtrise d'œuvre qui était en capacité aussi de dessiner du mobilier mobile. Donc cet espace de 60 mètres carrés, il est vraiment modulable. On a mené ici notre cérémonie des vœux de l'équipe municipale
Donc il est agréable aussi, vous le voyez, en termes de matériaux utilisés. Il y a une mission aussi acoustique qui a été menée, vous le voyez, pour que ça soit agréable. Et puis voilà, ça permet de s'intégrer plutôt bien dans un espace où il y a de l'habitat juste à proximité. Donc il faut aussi avoir conscience de ça. Aurélie vit à La Neuvelotte et est bénévole à la bibliothèque. La bibliothèque est vraiment pratique parce que quand on a envie de faire des histoires contées, on peut faire un petit espace cocooning avec tous les livres autour, c'est très apprécié par les enfants. Et puis en même temps, quand on a besoin de faire des ateliers avec beaucoup d'espace, on range tout dans les placards du fond et on a vraiment de la place. Et avec ce sol facile, s'ils mettent un peu de peinture au sol, c'est facile à enlever, on est tranquille. On a fait aussi des soirées pour les adolescents ou jeunes adultes autour des mangas. Donc on essaye de se diversifier et de toucher un petit peu tout le monde pour que chacun retrouve un peu de magie en soi pour pouvoir soit créer de l'imaginatif, soit pouvoir simplement lire, se poser, avoir un temps calme. Voilà. On essaye de toucher un petit peu tout le monde. La Neuvelotte a également été concernée par une stratégie de regroupement scolaire qui l'a amenée à transformer une ancienne salle de classe en relais d'assistante maternelle. Alors c'est souvent un peu dur à vivre pour une commune de perdre son école. Il y avait une classe qui était située ici. L'idée effectivement à l'époque ça a été de travailler sur justement le nouvel usage de cet équipement-là. Et donc il y a eu des discussions avec la communauté de communes qui avait un besoin à ce moment-là de créer ce qu'on appelait un relais d'assistants maternels avec un espace dédié pour les animations pédagogiques. Et puis ça a été complété par une salle de réunion complémentaire, alors qui sert à différents usages. Ça peut être pour les associations de la commune. C'est aussi parfois utilisé par l'école de musique communautaire. Lauriane est assistante maternelle. Avec Lorraine, donc c'est la responsable en fait du relais petite enfance, on organise des temps donc avec des assistantes maternelles qui viennent avec leurs enfants. Donc c'est toujours un temps d'échange, elles viennent le matin entre 9h et 11h. Donc on prend un petit temps, un petit verre d'eau avec tous les enfants, histoire qu'ils se connaissent un petit peu, que les enfants des assistantes maternelles prennent leur marque aussi dans la crèche, parce que c'est un lieu qu'ils connaissent pas. Et voilà, les assistantes maternelles apprécient aussi de venir à la crèche pour voir aussi comment on fonctionne, parce que c'est complètement différent de chez elles. Et voilà, ça permet de passer un temps. Donc on fait généralement 3-4 rencontres par an. On a souhaité poursuivre l'aménagement de cette aire de jeu en début de mandat. On a demandé aux enfants de nous dessiner l'aire de jeu de leurs rêves. Il y a une bonne participation. Ils avaient plein d'idées. Et du coup, on s'est inspiré de leurs idées. Alors peut-être pas toutes parce qu'on ne pouvait pas tout mettre. Mais en tout cas, ça nous a inspiré pour ajouter quelques jeux. Et on les a invités à l'inauguration. Ils ont pu montrer leurs dessins. C'est exceptionnel. On prend un plaisir à les emmener au jeu, rencontrer les autres parents. Ils arrivent du bus à 16h45, ils sont là jusqu'à 19h. On a la chance d'avoir ça au centre du village et qui nous sert pour tout. Vraiment toutes les manifestations. Quand on fait la Saint-Nicolas, on dépose un chapiteau ici. On se stationne, il y a un mariage. Hop, on ouvre, tout le monde se stationne. Il y a la messe, on ouvre, tout le monde se stationne. C'est vraiment un espace exceptionnel. Pour un petit village, moi qui je suis taxi, donc je traverse beaucoup de villages. Et je m'aperçois que maintenant, c'est beaucoup de city-stades avec des grandes grilles fermées. C'est petit, c'est à l'entrée du village ou à la sortie ou reculé. Nous, on a la chance qu'on soit en plein village et vraiment, c'est un endroit top. À l'inverse de la Neuvelotte, l'école de Brûlé, au centre du village, a été maintenue et agrandie dans le cadre de son regroupement scolaire avec Lagné et Pagné derrière Barine. Alors, il y a eu une école à Pagné, une école à Lagné et une école ici. Arrivé un moment, il y en a marre quand même, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on centralise. Vous avez des maternelles ou pas là? Oui. On a en fait toutes les classes de la petite section. Alors combien de classes maternelles? 2 classes et demie de maternelle. 2 postes d'ATSEM, oui. Qu'on a redivisé en 2 parce que ça permettait d'avoir une optimisation aussi s'il y en a une qui était absente. Combien d'enfants scolarisés alors? 148 cette année. Quand je suis arrivée en 2020, on était à 168. Annie est une ancienne institutrice qui habite à proximité de l'école de Brûlé. Moi, je trouve que les enfants au cœur du village, c'est bien. Voilà. Forcément. Moi, mon métier, c'était d'être avec les enfants. Donc, moi, je trouve que c'est super pour les gens du village de voir monter les enfants, descendre les enfants. Et en plus, je pense que le projet a coûté moins cher que les gros projets, parce que c'est pas moins cher, non plus, de construire. Donc moi, je suis passée de l'école de Lagné qui était très âgée, très vieille, qui était pas rénovée du tout depuis une vingtaine d'années. Donc vous imaginez la peinture, le vieux radiateur à gaz. Enfin, c'était vraiment très vieux.
Donc moi, quand je suis arrivée dans l'autre bâtiment et là, c'était tout neuf. Donc je peux vous dire que c'était le paradis. Et les enfants, pareil. Voilà. Ils ont apprécié d'être dans du neuf, du propre, avec des belles couleurs et du beau matériel. Et puis par rapport à la question de la végétalisation de la cour d'école, dans le cadre Brûlé, il y a quand même une chose du coup, qu'on va voir tout de suite, c'est le jardin pédagogique qui fonctionne en lien avec l'école. Oui. Je pense qu'il était prévu que ce soit un peu une deuxième cour aussi d'école pour que les enfants puissent venir se détendre un peu lors des récréations. Et puis avec des espaces pour découvrir aussi la nature et des espaces potagers pour planter des choses. Alors, dans le jardin pédagogique, on a fait un projet sur 3 ans. Il y avait les 3 niveaux de classes qui ont bénéficié d'un agencement. Donc, la première année, c'était les grands, les CM1, CM2, qui ont fabriqué des bacs à compost. Il y a eu des gîtes à insectes ainsi que des gîtes à chauves-souris, à hérissons. Et donc, le périscolaire vient aussi pour se détendre quand il fait chaud pour jouer. Voilà. Les chœurs de village ont avant tout une fonction d'habitat qui demande à être maintenue et renforcée. Ceci nécessite parfois l'adaptation du parc aux besoins actuels des ménages. Pour ce faire, certaines communes ont saisi l'opportunité offerte par la présence de bâtiments existants inoccupés pour créer des logements communaux et ainsi combler certains manques du marché immobilier privé. À la Neuvelotte, l'ancien presbytère a été transformé en logements communaux, ce qui permet aussi à la commune d'augmenter ses recettes à moyen terme, malgré l'investissement. Lauriane a habité un de ces logements. J'ai voulu rester habiter là parce que moi, mes parents sont de la Neuvelotte, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Rester aussi dans le village dans lequel on a grandi parce qu'on a aussi des amis qui, eux, restent. Ce sont des très beaux appartements, pour dire ce qui est. Enfin, ça fait quand même à peu près 100 mètres carrés, je crois. Ça fait vraiment petite maison, hein, ça fait pas appartement. Il y a un espace extérieur avec une terrasse et un coin jardin, un coin herbe. La commune est très à l'écoute aussi parce que quand on est rentré dans l'appartement, donc c'était en 2011, ça faisait déjà un petit bout de temps en fait qu'ils étaient construits, donc il fallait rafraîchir un petit peu. Donc on a demandé à la commune, il n'y a pas de souci, on a eu un bon pour aller acheter les tapisseries qu'on voulait, tout ça, donc il n'y a pas de souci, on a fait les travaux, mais tout a été pris en charge par la commune. Oui, la vocation première, c'était un petit peu de privilégier les jeunes couples. Donc c'est pour ça qu'on privilégiait les jeunes couples au niveau des enfants du village. Et en fait, on s'aperçoit que même aujourd'hui, avec plus de logements locatifs privés, on a toujours des sollicitations régulières parce que les générations évoluent, les jeunes grandissent et à nouveau, ils ont besoin aussi d'avoir quelque chose d'accessible au départ. Et le logement locatif communal permet ça. Et on est l'une des communes, je crois, dans les stats, effectivement, qui sont données, qui avons le plus de... en proportion de logements locatifs, effectivement. Je crois qu'on doit être à un peu plus de 10% de logements locatifs par rapport à l'accès à la propriété qui est au 90%. Et je crois que c'est encore plus important sur le territoire de façon générale. Donc ça prouve que le logement locatif a sa place aussi dans les communes. À Brûlé, le rachat d'une maison dégradée a permis de créer des logements communaux, un local commercial, tandis que les dépendances qui ont été démolies ont laissé place à du stationnement public. Nous, au-dessus de chez nous, on avait une ruine que la mairie a mis du temps à acquérir parce que les propriétaires n'étaient pas vendeurs dans un premier temps. Donc il y a eu différentes étapes dans l'acquisition de cette maison. Et donc ça a été long, mais nous, on l'attendait évidemment. Et donc, déjà, il y a eu une très belle maison complètement refaite à l'identique, avec des pierres, etc. Donc, on a retrouvé une belle maison au-dessus de chez nous, comme elle l'était, et puis un espace de stationnement. Donc, voilà, c'était vraiment positif. Répondre aux besoins du territoire sans trop étendre la surface bâtie passe avant tout par l'optimisation du patrimoine bâti existant, la reconquête du bâti vacant et donc bien souvent la réhabilitation. 2 habitantes de Brûlé ont des expériences personnelles du sujet très différentes. Annie fait part de sa prudence vis-à-vis des constructions neuves et notamment ce qui concerne les équipements scolaires. Déjà au niveau écologique, je trouve que qu'on limite l'empreinte sur le territoire, je trouve que c'est plutôt bien.
Et moi, je trouve que de faire dans du dur, les maisons telles comme on les a toujours connues, des fenêtres qui sont des fenêtres, vous voyez, des toits qui tiennent avec des tuiles parce qu'on n'est pas dans le sud, donc les toits terrasses, ça fuit. J'ai eu 2 expériences de grosses structures qui se sont faites dans les villages aux alentours et où j'ai vu, c'était pas terrible, quoi. Si elle est satisfaite de la rénovation de l'école de Bruley, Jésabelle a vécu une expérience négative lors de la réhabilitation de sa maison. Avant, quand on habitait Chaudenay, on avait acheté une maison mitoyenne, une ancienne maison lorraine de village, sans garage, mitoyenne des 2 côtés. Et je peux vous dire que c'était pas pratique du tout. Ouais. Donc on s'était dit plus jamais. Voilà, et puis du coup, quand on l'a rénové, on a fait beaucoup de travaux, on a eu beaucoup de surprises en démontant, et au niveau de l'isolation, fenêtres. Donc on avait dit non, qu'on repartait dans du neuf. Par rapport au prix où on l'a acheté, avec les coûts que l'on a fait nous-mêmes, parce que c'est nous-mêmes, voilà, on l'a pas revendu, le prix, tout mis bout à bout, on a perdu de l'argent. L'architecte du CAUE, Catherine Ruth, aborde de son côté la question de l'accessibilité PMR des bâtiments anciens. Avec la loi d'accessibilité handicap, il a fallu rendre accessibles les bâtiments publics, dont les mairies. Et donc il y a certaines mairies qui ont pu s'adapter facilement, d'autres qui ont changé de lieu. Vraisemblablement, la réussite d'un projet de réhabilitation tient donc à une multiplicité de paramètres. Cela tient d'abord à la possibilité d'intégration d'un programme dans un bâti existant. C'est également une question d'accompagnement technique et de compatibilité entre le budget disponible pour le projet et le montant de travaux qu'il nécessite. Les objectifs de sobriété foncière renforcent le caractère stratégique de l'aménagement des espaces publics. En effet, on peut facilement imaginer que la densification de l'habitat et la concentration des équipements et des services dans l'enveloppe urbaine augmentent la pression en termes de mobilité et de stationnement sur des espaces publics souvent déjà contraints. Dans la perspective d'un réinvestissement des cœurs de village, des espaces publics de qualité et animés peuvent-ils favoriser l'acceptabilité de la densité par les habitants ? Enfin, dans le contexte d'un tissu bâti dense, on peut s'interroger sur la manière dont les espaces publics, à travers leurs aménagements paysagers notamment, peuvent jouer un rôle écologique, en permettant le plus possible aux sols urbains d'assurer leur service écosystémique. À la Neuvelotte, l'équipe municipale a mené à bien un projet de réaménagement de la traversée du village, permettant des modes de déplacement variés, mais également d'associer les habitants à l'entretien des espaces paysagers créés. On a souhaité, avec l'équipe municipale, de faire l'enfouissement de tous nos réseaux. On a préféré faire des dalles plutôt que des trottoirs, pour éventuellement avoir un petit peu plus de souplesse dans l'axe du village. Donc comme vous pouvez le constater, ça fait office de trottoir, ça fait office de voirie lorsqu'il y a des tracteurs ou des convois qui peuvent passer. Le fait de prendre soin aussi du village, c'est aussi d'intégrer effectivement les habitants dans tout ça. C'est pas seulement la municipalité, l'agent technique ou les élus qui doivent s'en emparer, c'est aussi les habitants. On invite les habitants à nous aider. Donc on avait des petits vélos cargo pour transporter les enfants parce qu'on fait ça en famille. Et du coup, ça apprend aussi aux enfants à s'occuper de leur village. On demande aux uns et aux autres de continuer à être attentifs au patrimoine de leur village. Le village rue de Bruley a également été mis en valeur par le réaménagement de sa traversée, couplé à un effort de végétalisation récompensé par une labellisation 3 fleurs. Moi, dans un premier temps, je me suis demandé pourquoi, parce que nous, on avait bien aménagé notre devant de porte, on avait macadamé, donc je m'étais dit, oh, c'est bien comme c'est. Moi, j'avais toujours connu le village comme ça, donc je m'étais dit, pourquoi faire, voilà. Mais dès que le projet s'est concrétisé, j'ai changé ma position et j'y ai vu tout l'intérêt que ça avait, quoi. Donc l'amélioration du cadre de vie. C'est vrai que tout de suite, ça a mis en valeur en fait les maisons. J'aime les fleurs, les massifs, etc. Et moi, je me régale de me promener dans Bruley parce que je trouve que c'est beau. C'est très important pour moi, ça. C'est la qualité de vie, ça, de vivre dans le beau en fait.
Après, le petit souci, c'est qu'il y a des voitures qui se garent. Donc, quand nous, on descend à la salle de sport, et ben, on doit contourner les véhicules. Donc, c'est un peu dangereux quand même. Mais depuis 2 ans, on a décidé de prendre une autre route qui est moins passagère, où il y a moins de voitures sur les trottoirs. Et du coup, ça va mieux. Ça nous rallonge un petit peu, mais ça va. Le stationnement était une de nos priorités. Les constructions qui ont été faites de parking ont été faites dans l'esprit de créer, un bien-être aussi pour les habitants. Donc, quand on a un problème d'organisation, mon mari reste garé sur le parking, par exemple. Alors qu'avant, il se garait devant la maison, il attendait que je rentre, selon les circonstances. Donc là, pour lui, c'est pratique. En plus, on a une porte de côté qui donne directement dans notre jardin. En fait, la voiture dans un village, si on veut que les gens ne se garent plus devant chez eux, il faut aussi qu'il y ait des espaces comme ça, qui sont essentiels, en fait. Des solutions. Bah oui. Avant de contraindre, il faut des solutions. Voilà. L'ensemble des projets qui ont été présentés a été réalisé par la force de volonté des équipes municipales de Laneuvelotte et Brûlé, suite à des arbitrages qui, à l'époque, ne s'inscrivaient pas dans un contexte de mise en œuvre du ZAN. Ces projets répondent à d'autres ambitions, qu'il s'agisse de la valorisation d'un patrimoine communal bâti ou paysager, de la diversification de l'offre en logement, de la volonté d'adaptation au réchauffement climatique, ou encore de la rationalisation et de l'optimisation des équipements. La sobriété foncière qui caractérise ces projets est ainsi dans ce cas un effet indirect. La réciproque est-elle vraie ? La priorité donnée de plus en plus à la sobriété foncière va-t-elle être systématiquement compatible avec les autres ambitions des communes, dont l'amélioration du cadre de vie des habitants ? Le défi est de transformer, tant que se peut, le caractère contraignant de ce nouveau paradigme qu'est la sobriété foncière, en opportunité pour réinventer la manière de répondre aux besoins et aspirations des habitants.